La planification de la communication gouvernementale avec les médias, c'est le but d'un atelier ouvert ce matin à Selengue en présence du Premier ministre. Il s'agit de rendre les actions de l'État plus visibles sur le terrain. La coopération avec la Suisse se porte bien. La Suisse qui va mettre à la disposition de notre pays une enveloppe de 48 milliards de francs CFA. Cela pour la période 2012-2015. Le fonds servira à accompagner le processus de décentralisation. La CAN 2012, le Mali est bien en quart de finale au grand bonheur des supporters à Libreville. Cette victoire a été bien célébrée et beaucoup commentée. Nous sommes jeudi 2 février 2012. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce décret 2012-063 PRM du 2 février 2012 modifiant le décret numéro 2011-116 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-173 PRM du 3 avril 2011 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2011-176 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, décrète article 1er, les dispositions du décret numéro 2011-116 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement sont modifiées en ce qui concerne les ministres ci-après. 1. Ministre de la Défense et des anciens combattants, général Sadio Gassama. 2. Ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, M. Nathié Pleya. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Vous le comprendrez, c'est une permutation de poste. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, qui était Nathié Pleya, est désormais le général Sadio Gassama. Sadio Gassama qui est remplacé à son ancien poste de ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile par M. Nathié Pleya. Nous reviendrons sur ce décret. Le président de la République a reçu aujourd'hui en audience les épouses des militaires du camp de Kati. Les entretiens ont surtout porté sur la situation du conflit au nord du pays. Madame Koulibaly Oumou Konaté, porte-parole des épouses de militaires, nous donne ici d'amples informations sur cette audience avec le chef de l'État. Nous l'écoutons. Les armes et sauvegarder la vie de nos enfants. Amadou Toumani Touré, le président de la République, nous a donné l'assurance qu'il fera tout pour le retour de la paix dans cette partie du pays, car nous sommes tous d'accord que le Mali... Donc, armée, d'accord, quel est fait, c'est ça. Angon me mi ni jamana ka suma kele me banchuko mi ala ka noya demisanu fana amba nyinu fe u ka sabali u yanchi kana mina ay mi foye abse ka lakali donc u kana chene ka tugu u kana foyke donc na sera munu mana munu banko yi ambe kuma la sulu fana ma nganga na ke tugu foy kana ke u kuma chini mi fana borala ambe jabidi. La représentante des femmes des militaires, donc les femmes qui sont reçues à Koulouba et qui ont été entendues par le président de la République. Vous l'avez entendu tout à l'heure, ces femmes appellent au calme, appellent aux jeunes au calme, puisque le président a compris leur message. Mais tout le monde s'accorde sur le fait que le Mali reste un et indivisible et tout le monde est pour la paix. Suite aux attaques perpétrées contre certaines garnisons en région du nord de notre pays par des assaillants composés de revenants de Libye, les éléments se réclamant du mouvement national de libération de l'Azawad, appuyé par les membres d'ACMI, au regard des menaces que ces attaques font peser sur la paix et la sécurité dans notre pays, la stabilité et la cohésion entre tous les fils du Mali. Le président de la République, chef de l'État, Amadou Toumani Touré, garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali, notre cher pays, s'est adressé hier à ses compatriotes en les invitant à garder le sens de la fraternité qui nous a toujours caractérisés, à éviter le piège de la confusion, de l'amalgame, pour ne pas faire le jeu de ceux qui ont choisi de troubler la quiétude de notre pays. Après avoir présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur, le chef de l'État s'est engagé à se tenir à leur côté avant de réaffirmer
son soutien aux forces armées de sécurité. Nous vous proposons d'écouter le président de la République, Amadou Toumani Touré. Mes chers compatriotes, c'est le lieu de réaffirmer notre soutien indéfectible aux forces armées de sécurité pour leur engagement sur le terrain. L'État, je dis bien, mobilisera tous les moyens au plan de l'équipement, au plan de la logistique, au plan de l'entretien des hommes, pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission de préservation de l'intégrité territoriale et de la protection des personnes et de leurs biens. Et puis, le président de la République que vous avez entendu tout à l'heure, donc, il s'est adressé à la nation hier soir. Cette déclaration du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères sur la situation du nord de notre pays, la France réitère son attachement à la stabilité, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. La France condamne les violences du nord Mali et appelle au dialogue. Dans une démocratie, c'est en effet par le dialogue politique que chacun doit exprimer ses attentes. La France salue l'appel lancé hier soir par le président Amadou Toumani Touré à éviter toute violence communautaire. La France souhaite que, dans cet esprit, les autorités maliennes engagent sans tarder un processus pacifique de règlement de la crise dans l'esprit d'amitié qui caractérise les relations entre la France et le Mali. Elle exprime sa solidarité avec le peuple malien tout entier et se tient à ses côtés. Les autorités du district de Bamako se sont réunies aujourd'hui autour de la situation sécuritaire consécutive aux événements regrettables en cours dans le nord de notre pays. À l'issue de la rencontre, les autorités lancent un appel pour veiller scrupuleusement au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Mali. Nous vous proposons d'écouter Boubacar Alpha-Ba, porte-parole des autorités de la mairie, au micro de Salimata Daou. Face à la situation qui prévaut dans notre pays, donc sous l'égide du gouverneur du district de Bamako, les 6 maires du district de Bamako, le représentant du maire du district de Bamako, les représentants des familles fondatrices de Bamako, les coordinateurs des chefs de quartier du district de Bamako, les chefs de quartier du district de Bamako, les représentants des confessions religieuses musulmanes, catholiques et protestantes, réunis ce jour 2 février 2012 sous l'égide du gouverneur du district de Bamako autour de la situation sécuritaire consécutive aux événements regrettables en cours dans le nord de notre pays, ont tenu, à l'issue de la rencontre, à lancer cet appel que je vais vous dire. Cet appel, savoir, s'articule autour de plusieurs points. Veiller scrupuleusement au maintien et au respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Communiquer en temps opportun les informations relatives à la situation. Éviter de communiquer sous quelque forme que ce soit toute information susceptible d'envenimer la situation. Et puis le président du conseil d'administration de l'URTEL qui adresse ce message à tous les administrateurs des radios aux membres. Le Mali, notre pays traverse une crise majeure qui met en cause la sécurité de nos compatriotes, qu'ils soient au nord ou au sud. Des informations relayées sur nos antennes pourraient être à l'origine de la destruction de biens de certains citoyens, voire même la menace de leur vie, pendant que rien ne les lie, ni de près ni de loin, aux événements en cours. Face à cette situation, notre mission de service public, notre engagement à accompagner le Mali dans son développement et son devoir de créer les conditions d'une paix durable et d'une sécurité sans faille de nos populations nous oblige à l'observation stricte des règles d'éthique et de déontologie de notre métier. Au nom du conseil d'administration, je vous invite à plus de responsabilité dans le traitement des informations sur la crise au nord de notre pays, à plus de solidarité avec nos frères engagés dans le combat au nom de la République du Mali, et indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. C'est un message du président du conseil d'administration de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Dauda Mariko. Et justement, le président de l'URTEL qui convient en réunion extraordinaire le mardi 7 février 2012 à la Maison de la Presse
les coordinateurs régionaux de l'URTEL, de Caille, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Kidal et tous les directeurs des radios de Bamako. Ordre du jour, rencontre sur la situation actuelle que connaît notre pays. Et puis ces déclarations du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA, sur la situation sécuritaire au nord Mali, l'ADEMA PAJ qui est vivement préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut au nord Mali et demande au président de la République et au gouvernement de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour renforcer les forces armées de sécurité en vue de préserver l'intégrité territoriale qui ne saurait être négociée. L'ADEMA PAJ soutient le président de la République, le gouvernement et l'armée nationale dans leurs efforts de gestion appropriée de la situation sécuritaire du Nord Mali, condamne les agressions barbares perpétuées dans les garnisons militaires et sur les populations, condamne toute stigmatisation ethnique ou communautaire, toute violence aux relents identitaires. L'ADEMA PAJ présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes tombées sur le champ de l'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'ADEMA invite les partis politiques, les organisations de la société civile, les Maliens et les Maliens, les amis du Mali à apporter tout leur soutien aux forces armées et de sécurité dans leur mission de protection et de défense des personnes et de leurs biens, ainsi que celle de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre cher Mali. Enfin, l'ADEMA réaffirme tout et haut et fort son attachement indéfectible à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à la paix, à la démocratie et dit non aux visées sordides des apatrides bandits de tout acabit qui ont pris l'option de saper les fondements de notre nation constituée des siècles durant sur la base d'une communauté de vie historique, géographique, économique, linguistique et culturelle. C'était un communiqué du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PAJ. C'est autre communiqué du Conseil de base des Maliens de France au moment où notre pays traverse une des crises les plus graves depuis son accession à l'indépendance. La communauté malienne de France constate avec un profond regret des velléités de mise en cause de la cohésion nationale durement acquise par notre peuple dans toutes ses composantes. Au Mali, nous avions toujours su dépasser les considérations ethniques, religieuses et raciales pour construire une nation dont chaque Malien peut être fier aujourd'hui. La spécificité malienne est une richesse et une réalité reconnue, appréciée dans le monde entier. Les récentes attaques meurtrières de bandes armées contre des villes de notre pays constituent de véritables risques d'instabilité sociale et les récentes manifestations ayant conduit certains compatriotes à s'en prendre à leurs frères pourraient nuire considérablement à la cohésion nationale et créer une situation semblable à celle que nous avons connue dans d'autres pays. Le Conseil de base des Maliens de France rappelle que c'est dans les épreuves difficiles que les grands peuples ont su éviter la confusion et surmonter les dissensions internes pour affronter l'ennemi extérieur commun qui se trouve être aujourd'hui les bandes armées rebelles associées à AQMI. Enfin, le Conseil des Maliens de France tient à réaffirmer son soutien à l'État malien, réitère toute sa disponibilité pour appuyer l'action de notre gouvernement des forces armées républicaines. L'Union nationale des femmes musulmanes du Mali a organisé ce matin à la Grande Mosquée de Bamako une journée de lecture du Coran, de prière pour la paix dans le pays. Au cours de cette cérémonie, les femmes qui sont la base de toute cohésion sociale restent convaincues que l'islam est une religion de paix, de pardon, et le pardon est l'une de ses valeurs cardinales. Cette prière qui intervient surtout au seuil du Mawlud, la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, doit dicter dans le cœur de tous les fils du pays le sens de la bonne conduite. L'Union nationale des femmes musulmanes regroupe en son sein 162 associations avec à sa tête Mme Diakité Kadja Togola. Et puis la suite des déclarations du Mali Prospective 50, Mali Prospective 50, un cercle de réflexion, de propositions et d'actions pour le développement qui s'inquiète des derniers développements de la situation sécuritaire dans le nord du pays et dans certaines localités du sud de notre pays qui entraîne de lourdes pertes en vies humaines et compromet dangereusement l'intégrité du territoire de l'unité nationale en ces heures d'extrême gravité. Mali Prospective 50 voudrait
s'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur et prier pour le repos de leur âme, réaffirmer le caractère intangible de l'intégrité du territoire national qui ne saurait faire l'objet d'aucun compromis. Le Parti de l'indépendance, de la solidarité, de la démocratie, le PIDS, qui a également fait une déclaration qui dit que le Mali connaît depuis quelque temps dans le septentrion des attaques armées de groupes antipatriotiques, des agissements que nous condamnons avec la dernière rigueur qui ne vise d'autres objectifs que la remise en cause de l'intégrité de notre territoire, de l'unité nationale, de la cohésion sociale, des valeurs sacrées du peuple malien. Le PIDS tient à rappeler que nous sommes un peuple avec un but et tous animés de la même foi au pays présente ses condoléances. L'Union des forces démocratiques, UFD, s'indigne de la situation qui prévaut actuellement dans cette partie de notre pays. L'UFD lance un appel au calme et à la sérénité de l'ensemble de la population et réaffirme son soutien au président de la République, au gouvernement ainsi qu'à nos forces armées et de sécurité dans le combat qu'ils mènent pour la dignité et le rétablissement de la paix au Mali. L'amicale des anciens du service national des jeunes, l'Union des mouvements et associations pour le Mali, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, les Partis unis pour la République, l'Association Vision Citoyenneté et Développement, tous condamnent également fermement et sans réserve les actes lâches et barbares perpétrés dans plusieurs villes du nord de notre pays, soutiennent les forces armées de sécurité dans leur mission de préservation de la patrie, soutiennent le président de la République, le gouvernement pour tous les efforts entrepris pour rétablir la paix, la cohésion de la nation malienne. Le Premier ministre était ce matin à Sélingué, dans la commune rurale de Baya. Le chef du gouvernement a présidé un atelier de planification de la communication gouvernementale avec les médias. Le but principal de cet atelier est de mieux coordonner la communication du gouvernement afin de rendre plus visibles les actions de l'État sur le terrain. La rencontre de 5 jours regroupe les chargés de mission et de communication de la présidence de la République, de la primature et des départements ministériels. Envoyés spéciaux à Sélingué, Abdraman Doka Traoré et Brahma Traoré. C'est un coup de maître réussi par le ministère de la Communication. Réunir l'ensemble des chargés de mission et de communication de la présidence, de la primature et des différents départements ministériels, cela est une première en République du Mali. Un beau monde pour réfléchir sur la planification de la communication gouvernementale avec les médias. L'objectif recherché est de mieux coordonner et surtout d'harmoniser la communication gouvernementale pour rendre encore plus visibles les interventions de l'État. L'objectif visé par cet atelier, il faut-il le rappeler, se tient sous votre impulsion, en votre qualité de chef de gouvernement. Et c'est sous votre autorité que nous souhaitons, à travers cet atelier, penser une meilleure coordination et hiérarchisation des activités prioritaires pour une meilleure cohésion de la communication gouvernementale. Mettre au point des mécanismes appropriés avec les bureaux et les cellules de communication de la présidence, de la primature des différents départements ministériels pour améliorer leur visibilité, renforcer leur visibilité et leurs actions auprès des usagers et du grand public. Cet atelier sur la communication gouvernementale est une réponse à une recommandation forte du Premier ministre. Il s'agit de communiquer et surtout de bien communiquer sur les grands chantiers de développement initiés par l'État. Pendant 5 jours donc, les chargés de mission et de communication vont aborder tous les contours liés à la communication gouvernementale. Je suis également persuadé que vous n'oublierez pas que la réussite de toute politique de communication dépend très fortement de la manière dont elle prend en compte les attentes et préoccupations des populations, dont elle utilise les expériences de l'environnement, dont elle mobilise les énergies, les savoirs et les savoir-faire. Vous avez la responsabilité d'informer et d'accompagner en tant que ferment de la dynamique sociale le gouvernement dans la mise en œuvre du projet de développement économique et social. Vous devez aussi aider le gouvernement à mener à bon port les grands chantiers qu'il a initiés, en renforçant la lisibilité, en améliorant la visibilité de l'action gouvernementale dans tous les secteurs de la vie publique.
L'actualité oblige. Le Premier ministre n'a pas manqué d'évoquer la situation du pays. Situation qui, selon le chef du gouvernement, exige des Maliens plus de patriotisme et d'unité. Et en la matière, le rôle des hommes des médias est jugé primordial. J'allais vous demander de nous aider. De nous aider à parvenir à un apaisement rapide de la situation. Je pense que vous pouvez le faire parce que vous êtes les hommes des médias. Tout le monde est à l'écoute de ce que vous dites et de ce que vous faites. Donc soyez nos porte-parole auprès des populations maliennes parce que le corps social a mal aujourd'hui. Et vous devez pouvoir traduire ce mal en amenant les uns et les autres à l'apaisement. Le Premier ministre d'inviter la presse nationale à plus de retenue et du professionnalisme, car, dit-elle, la situation actuelle du pays est avant tout un problème commun auquel il faut trouver une solution commune. Voilà, séminaire à Selengue sur la communication du gouvernement, le gouvernement dirigé par Mme Sissé Mariam Kedama Sidibé, un gouvernement qui a été légèrement modifié avec ce décret dont nous refaisons lecture, décret modifiant celui numéro 2011-116 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, sous proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, les dispositions du décret numéro 2011-116 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement sont modifiées en ce qui concerne les ministres ci-après. 1. Ministre de la Défense des anciens combattants, général Sadio Gassama. 2. Ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Vous comprendrez que c'est une permutation au sein de ce gouvernement avec donc le ministre de la Défense des anciens combattants qui est désormais le général Sadio Gassama. Sadio Gassama remplacé au portefeuille du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile par M. Nachiplea, qui était précédemment en charge de la Défense. Nous repartons pour Selengue au nom du Premier ministre. Le ministre de l'Agriculture de Agatha Magalassan s'est rendu sur 2 périmètres maraîchers à Selengue. L'objectif de la visite était de s'imprégner des conditions de travail et des préoccupations des producteurs de production également dans les périmètres maraîchers visités par le ministre de l'Agriculture. On nous trouve entre autres de l'oignon, de la tomate, de la pomme de terre et des carottes. Ils sont exploités par un groupe de femmes. Outre ces périmètres, le chef du département de tutelle a visité également certaines installations de l'Office de développement rural de Selengue, ODRS. Il s'agit notamment des canaux principaux 1 et 2 de l'Office long de près de 10 000 mètres et la digue de protection. On compte les crues du fleuve Sankarani. Le ministre de l'Agriculture ici ce matin donc à Selengue. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin successivement les ambassadeurs du Royaume du Maroc au Mali, du Mali au Burkina Faso et du Mali au Japon. Ces 3 personnalités ont discuté avec le professeur Dioncounda Traoré des liens de coopération entre le Mali et ces différents pays. Le compte-rendu d'audience avec Amadou Ouattara. En se rendant à l'hémicycle, le nouvel ambassadeur du Maroc au Mali manifeste ainsi un désir de collaboration et de coopération entre nos 2 pays dans la fraternité et l'amitié. Nous avons échangé sur la coopération parlementaire entre les 2 parlements des 2 pays, donc rôle de la diplomatie parlementaire, la diplomatie classique, la diplomatie officielle et la coopération qu'il y a entre les 2 pays. Ça s'est déroulé dans un climat empreint de cordialité et de chaleur habituelle chaque fois que les Marocains et les Maliens se rencontrent. Donc nous nous attendons à une coopération plus intense, plus intensifiée entre toutes les institutions des 2 pays, le Royaume du Maroc et la République du Mali. Si le diplomate marocain arrive au Mali, M. Traoré, quant à lui, s'apprête à rejoindre le Burkina Faso en qualité d'ambassadeur du Mali auprès du pays des hommes intègres. Par cette visite, il sollicite ainsi l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour mieux accomplir sa mission. J'ai eu avec le président de l'Assemblée nationale une audience qui a porté sur les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre le Mali et le Burkina Faso.
et voir comment, du côté institutionnel, entre l'Assemblée nationale du Mali, l'Assemblée nationale du Burkina, et le peuple du Mali et le peuple burkinabé, donc comment on peut mettre des passerelles au niveau de la coopération. Mais nous avons aussi évoqué donc, des problèmes communs à la sous-région, notamment des problèmes de sécurité, des problèmes de développement économique. La troisième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale est le nouvel ambassadeur du Mali au Japon. Tout comme son collègue, M. Touré est venu discuter des liens de coopération entre le Mali et le peuple nippon. Je vais voir le président de l'Assemblée dans le cadre de mes prises de contact avec les responsables du pays avant mon départ pour Tokyo. Nous avons parlé de la coopération entre le Mali et le Japon et de la coopération avec les autres pays de ma juridiction. Je vais avec l'idée de renforcer la coopération entre le Mali et le Japon et aussi avec les autres pays de la juridiction, en particulier la Corée du Sud, aussi l'Australie, et de voir ce qui peut être fait avec les Philippines et la Nouvelle-Zélande. Comme on le voit, c'est une véritable journée diplomatique que le professeur Diongouna Traoré a accordée à ces illustres personnalités. Autre pays ami du Mali, c'est la Suisse. Pour la période 2012-2015, la Suisse va mettre à la disposition de notre pays 48 milliards de francs CFA, un fonds qui servira à accompagner les autorités dans le processus de décentralisation et de déconcentration engagé depuis plusieurs années. L'annonce a été faite ce matin à l'occasion de la deuxième session des rencontres partenariales entre nos deux pays. Salmata Daou. La deuxième session des rencontres Mali-Suisse, qui se tiendra 2 jours durant, va permettre aux deux parties de passer en revue le programme de coopération 2007-2011 qui a coûté 30 milliards de francs CFA et de fixer les projets à réaliser pendant les 4 prochaines années. Il y a sans conteste le doublement du volume d'aide entre 2007 et 2011 atteignant 6 milliards de francs CFA. Il y a aussi la structuration de la coopération autour de ces rencontres partenariales pour assurer un suivi solide et l'évaluation de l'aide tous les 5 ans. La Suisse a adhéré en 2010 à l'arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers au gouvernement du Mali. Le partenariat entre le Mali et la Suisse fonctionne avec un mécanisme innovant en mettant à la disposition des populations à la base les ressources de l'aide et en les impliquant dans leur gestion. À travers cette nouvelle stratégie de coopération, dotée d'une enveloppe financière de 91 millions de francs suisses, soit 48 milliards de francs CFA, le Mali et la Suisse renouvellent leur convergence quant au partage d'une même vision de développement à la base qui privilégie l'implication effective des populations bénéficiaires. Le nouveau programme de coopération Mali-Suisse vise 3 domaines d'intervention, à savoir le développement rural et des économies locales, l'éducation et la formation professionnelle et la gestion publique locale. Ces choix s'expliquent par la volonté d'éviter la dispersion de l'aide et de privilégier la création de richesses locales pour une augmentation du niveau de vie. Cette information, le ministre du Travail et de la Fonction publique communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du Mawloud, le samedi 4 février 2012, naissance, et vendredi 10 février 2012, baptême, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, a organisé aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako une conférence publique sur le processus d'élaboration du fichier électoral consensuel et la mise en œuvre du référendum constitutionnel au Mali, cela en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert. Cette session vise à accroître et à renforcer la confiance de l'ensemble des acteurs de la classe politique et de la société civile par rapport à la crédibilité des différents processus liés à l'élaboration du fichier électoral. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Dans son élan d'anticipation sur les événements, le réseau APM s'engage aujourd'hui dans un débat utile au processus électoral. La question du fichier électoral consensuel et la réussite du référendum constitutionnel sont des sujets importants qui seront abordés au cours de cette session. À cette occasion, 2 éminents experts, que sont le colonel Tcho Bengali de la Délégation générale des élections, qui est ici présent, et le professeur Mamadou Samake, un expert du réseau APM,
vont nous entretenir sur l'avant-projet de constitution et ses composantes essentielles et sur le processus de finalisation du fichier électoral consensuel. La Fondation Friedrich Ebert veut faire du Mali un modèle de démocratie en Afrique qui met les citoyens au centre du développement équitable à travers le dialogue et le partenariat. Cette conférence s'inscrit en droit ligne de la volonté de la Fondation Friedrich Ebert d'appuyer la capacité professionnelle du réseau APM pour le renforcement du processus de démocratisation au Mali. La mission d'information, de sensibilisation et d'éducation du citoyen, ainsi que son implication dans la réussite du processus électoral, sont des comportements qui s'acquièrent progressivement. Les réseaux APM œuvrent pour informer et éduquer l'ensemble de la population à l'exercice du droit de vote, entre autres. De cette tribune, je peux témoigner du dynamisme du réseau APM dans l'accompagnement du processus électoral au Mali depuis bientôt 15 ans. Cela, d'autant plus que cette organisation a toujours accompagné le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales par la sensibilisation des populations, la formation des cadres politiques et des agents électoraux, l'observation électorale des différents scrutins organisés dans notre pays. Le réseau APM est une structure apolitique qui regroupe 50 associations et organisations non gouvernementales parmi les plus représentatives dans les domaines de la gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Plan Mali a signé ce matin une convention avec la Direction générale de la protection civile pour la mise en œuvre d'un programme sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes. Cette convention couvre la période des années fiscales de 2012 à 2016 pour un montant d'environ 159 millions de francs CFA. Brema Kone. Plan Mali et la Direction générale de la protection civile veulent mettre en œuvre deux principales activités à travers cette signature de convention. Il s'agit de la finalisation du projet de la stratégie nationale sur la réduction des risques de catastrophes au Mali et la mise en œuvre d'un programme de formation et de sensibilisation des communautés. La réduction des risques de catastrophes demeure un souci permanent du gouvernement du Mali. Et pour cause. Les risques de catastrophes naturelles tels que les sécheresses, les inondations, les invasions acridiennes. Ces catastrophes sont des défis majeurs et récurrents au Mali. Les communautés aussi ont des connaissances et une sensibilisation insuffisante sur la manière de prévenir les situations de catastrophe ou la manière de se préparer à de telles situations. Cette convention couvre une période des années fiscales de 2012 à 2016 pour un montant total de plus de 159 millions de francs CFA. Cette action doit être cependant soutenue par un principe constant. On ne peut mieux être défendu que par soi-même contre l'ennemi. Et c'est là qu'il y a l'action principale, j'estime, des maires, qui sont les premiers, les élus de ces communautés-là. Et l'adversaire ici, c'est le sous-développement dû au risque de catastrophe, c'est-à-dire une catastrophe en embryon, hypothéquant notre développement effectivement que lorsque il rencontre une vulnérabilité plus ou moins gravissime. Plan Mali est une organisation non gouvernementale humanitaire qui intervient depuis 1976 au Mali. Il œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants, leurs familles et leurs communautés. Crise de la zone euro et impact sur les économies de la sous-région ouest-africaine, c'est le thème d'une conférence débat organisée par l'Université Amadou Hampâté-Bâ en collaboration avec la Banque mondiale. Dans un contexte de mondialisation, les pays africains ne peuvent pas être à l'abri de la crise monétaire que traverse l'Europe. Les débats ont porté sur le secteur du développement plus ou moins sensible à cette crise européenne. Agalé Agagissa. De nos jours, la zone euro traverse des difficultés qui peuvent affecter l'économie des pays africains. Cette conférence qui a pour thème « Crise de la zone euro, impact sur les économies de la sous-région » s'inscrit dans ce cadre. L'année dernière, l'Afrique a atteint une croissance économique de 5% et envisage un taux de 5,2% cette année. Il y a des risques pour l'Afrique parce que cette croissance est basée sur les prix des matières premières, sur lesquels les économies africaines dépendent. S'il y a une récession, une vraie récession en Europe, aux États-Unis, au Japon, ça va diminuer les prix des matières premières et l'Afrique va avoir un taux de croissance beaucoup plus faible
par exemple, de 3 ou 4%. Et ça peut être très difficile pour un pays où le taux de croissance de population est 2,5. L'espoir reste aujourd'hui dans la manœuvre des marges budgétaires. Ainsi, dans le cadre de la pression fiscale, le Mali est à 14% pour un objectif de 17%. La marge de l'endettement est de 25% pour un seuil de 70%. Pour réduire également les conséquences de cette crise sur les couches vulnérables, notre pays dispose de stratégies déjà en œuvre. Il y a déjà les programmes classiques au profit des couches les plus fragiles. Et vous en attendez avec la crise céréalière, il y a un programme de distribution gratuite, mais également il y a un filet social qui est prévu dans le budget de l'État, toujours éventuellement pour faire face aux chocs qui ne seraient pas prévus. Il faut dire que les pays africains sont engagés dans un ajustement structurel qui peut être pérenne. Il s'agira donc d'investir dans les secteurs productifs pour réduire les effets de la crise. L'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali a animé ce matin un point de presse qui consacre le lancement de la deuxième édition des journées des banques. Au cours de cette conférence, il a été question des activités à mener, à savoir un salon du banquier, des conférences débat et une soirée gala. Cette année, la journée des banques est prévue les 2 et 3 mars à Bamako. Isaac Chen. Ce point de presse consacre le lancement de la deuxième édition des journées des banques et établissements financiers du Mali. Des journées qui s'articuleront autour d'un salon de banquiers, des conférences de débat et d'une soirée gala dénommée Nuit des banquiers. Par rapport au premier point, l'Association des professionnels de banques et établissements financiers du Mali veut créer un cadre de rencontre entre banquiers et population. Ce salon des banques et établissements financiers est une opération porte ouverte. Donc pendant une journée entière, les banques, les établissements financiers viendront exposer leurs produits bancaires, viendront exposer leurs services bancaires et se prêteront aux questions du grand public. Les conférences de débat permettront de développer certains thèmes, comme le financement de l'agriculture au Mali et la contribution à la bancarisation des populations. Nous avons décidé cette année, en 2012, de traiter, au titre des conférences de débat, d'un premier thème qui porte sur le financement du secteur agricole, sur le financement de l'agriculture, contraintes et opportunités pour la réduction de la pauvreté, pour la sécurité alimentaire et pour une croissance durable. Le deuxième thème d'actualité que nous avons retenu, c'est le développement des moyens de paiement comme facteur de promotion de la bancarisation. Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation est assez bas dans notre pays et dans l'espace UEMOA. Et globalement, le taux de bancarisation au Mali est de 12%. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'amener ce taux de bancarisation à 20% à l'échéance du 31 décembre 2012. C'est par une soirée de gala appelée Nuit du banquier que se termineront les dites journées. Encore un moyen pour les banquiers d'être avec leurs clients hors des bureaux. Ces journées sont prévues cette année les 2 et 3 mars à Bamako. Des banquiers qui font souvent aussi des œuvres à l'endroit des enfants. Justement, avec quel argent fonctionne la Cité des enfants? Le budget 2012 de cette cité est estimé à près de 610 millions de francs CFA. Il connaît par conséquent une augmentation de près de 10 millions de francs CFA par rapport à celui de 2011. Sur 49 activités prévues en 2011, la structure a réalisé 44, dont l'aménagement d'un jardin au sein de la structure ou encore la réalisation d'une mini-gare, des activités socio-éducatives qui devront contribuer à l'épanouissement des enfants. Telles sont entre autres les informations issues de la 17e session du conseil d'administration de la Cité des enfants. Ramata Konate. L'année 2012 à la Cité des enfants verra la réalisation d'une vingtaine d'activités dans le cadre de l'épanouissement de la catégorie d'âge concernée. Parmi ces activités, le Festival des contes et légendes, la Semaine nationale des enfants, l'initiation des enfants aux technologies de l'information et de la communication, la finalisation du mini-circuit imitant le code de la route. Pour mener à bien ces activités et poursuivre celles déjà entreprises, plus de 610 millions de francs CFA seront injectés. Un budget qui connaît une augmentation de près de 10 millions de francs CFA par rapport à celui de 2011. Auparavant, les administrateurs avaient examiné le rapport d'activité de l'exercice écoulé. Au-delà de l'amélioration du cadre de vie du centre de séjour, de la pratique sportive, de la sécurité des lieux, de la formation du personnel,
la réalisation du grand jardin et du petit train sont autant des outils pédagogiques qui vont améliorer le cadre d'animation de la Cité des enfants. Sur 49 activités prévues en 2011, 44 ont été réalisées selon la directrice générale de la Cité des enfants. Quant à l'état d'exécution de ces réalisations, il est estimé à près de 90%. Quelques-unes d'entre elles ont d'ailleurs été visitées par les administrateurs. Nous restons dans le secteur social avec l'Institut national de formation en sciences de la santé qui a tenu également sa 13e Assemblée générale ordinaire. La rencontre a permis aux administrateurs de discuter de la réalisation des programmes prévus par l'Institut pour l'année scolaire 2011-2012, les difficultés rencontrées au cours de l'année précédente, de même que les perspectives permettant l'amélioration des capacités de l'Institut. Salma Tadao. Cette 13e Assemblée générale de l'Institut national de formation en sciences de la santé a pour objectif de faire le bilan des réalisations faites au courant de l'année scolaire 2010-2011, de recenser les difficultés rencontrées et de discuter des projets que l'Institut compte entreprendre pour la période 2011-2012. Il s'agit notamment de l'accompagnement de l'annexe INFSS à Ségou qui vient d'ouvrir ses portes en octobre 2011 pour son rayonnement. La poursuite de la révision et de l'implantation des programmes en développement à l'INFSS selon l'approche par compétences APC. L'accompagnement des annexes INFSS en région à Caille, Sikasso, Ségou et Mopti dans l'application de l'enseignement selon l'approche par compétences. La poursuite de la relecture des programmes du cycle des assistants médicaux. Le département de la santé s'est dit fier de l'Institut, première institution dans la sous-région à aller à l'expérimentation de l'enseignement selon l'approche par compétences. L'Institut national de formation en sciences de la santé a aujourd'hui 7 années d'existence. Certes, jeune institut de formation en sciences de la santé, mais quand même héritier du capital de 6 anciennes écoles de santé au Mali. Il a su montrer que la valeur n'atteint point le nombre des années. Parmi les perspectives de l'INFSS figure la révision des programmes de spécialités médicales préalablement développés au cycle des techniciens supérieurs de la santé pour une meilleure adaptation aux besoins de formation et aux exigences du marché du travail, ainsi que l'intégration du système LMD dans son programme. De formation pour nous intéresser au Centre national des ressources de l'éducation non formelle avec le projet de budget de cette année qui est de 2,9 milliards de francs CFA. Quant aux activités d'alphabétisation, elles devront toucher 156 000 adultes et jeunes déscolarisés à l'ouverture des travaux. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales a invité les administrateurs à l'adoption des manuels de procédure financière et comptable. Moïse Traoré. La deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle, CNR-ENF, débat autour d'un projet de budget de 2,9 milliards. Les activités de l'ex-DENAFLA ont pour cible les adultes non alphabétisés et les jeunes déscolarisés précoces. L'an passé, déjà, nous avons pu toucher 104 000 auditeurs. Et cette année, nous nous proposons de toucher 156 000 apprenants. Un développement ne s'amorce pas facilement avec des analphabètes. Et les bras les plus valides de chez nous se trouvent dans nos zones rurales. Il s'agit de donner une formation à cette jeunesse active et il s'agit de faire un projet pouvant les amener à aider le pays à amorcer ce développement tant attendu. Le budget de l'exercice précédent était de 1,8 milliard. Le présent conseil d'administration a également à son ordre du jour l'adoption d'un manuel de procédure. Étant donné toute l'importance que revêt pour un fonctionnement normal et efficace du CNR-ENF, en tant que structure dotée d'autonomie de gestion financière, je vous invite à examiner avec rigueur
ce manuel de procédure. Le manuel de procédure a pour vocation de fixer la structure organisationnelle et les procédures administratives, comptables et financières du centre. Le changement de statut et de dénomination de l'ex-DENAFLA date de août 2010. 45 millions de francs CFA, c'est la valeur de la réalisation de l'adduction d'eau à Arabébé et à Tomba dans le centre de Niafunke, financé par le projet d'appui de son partenaire, la Fondation Veolia. Cette adduction d'eau va permettre aux populations de ces localités d'avoir de l'eau potable. Au terme Tombouctou, c'est un reportage signé Moussa Fani. De l'eau potable pour Arabébé et Tomba dans le cercle de Niafunke. C'est le bien le plus précieux que le projet d'appui au développement local de Tombouctou et son partenaire, la Fondation Veolia, ont offert à ces deux localités. D'une valeur d'environ 45 millions de francs CFA, l'adduction d'eau a une capacité de 25 mètres cubes. Elle est équipée de 8 panneaux solaires. Cette année, nous avons pu constater que tous les villages qui ont bénéficié de l'appui de ce programme-là ont été moins secoués par l'épidémie de choléra. Et les populations ont changé fondamentalement d'habitude. Aujourd'hui, tous les villages qui sont au bord du fleuve ou au bord des cours d'eau ont pris l'habitude de consommer l'eau potable, ont pris l'habitude de payer le montant qui n'est pas cher pour accéder à l'eau potable et ça leur permet de pouvoir garantir leur santé et de pérenniser aussi ces infrastructures. Déjà 8 bornes fontaines sont installées, dont 5 à Arabébé pour la distribution de l'eau dans les deux villages. Le deuxième adjoint au maire de Soboudou a invité la population à prendre soin de cette adduction d'eau. La Fondation Veolia et son partenaire PADEL, Tombouctou, dans notre commune est une assurance et viennent renforcer le mieux-être de nos populations. Nul ne peut contester aujourd'hui les retombées de ce partenariat et nous sommes d'autant plus heureux que cette remise confirme son engagement à accompagner nos populations pour un mieux-être, pour une denrée aussi rare qui est l'eau potable. Les mots manquent aux laborieux villageois de Tomba et d'Arabébé leur satisfaction à ce moment ultime où vous étangez leur soif en eau potable. Cette adduction d'eau contribuera à alléger le fardeau de la corvée d'eau qui accable nos femmes et nos filles. La cérémonie de réception a pris fin par la remise des clés de bornes fontaines au président du comité de gestion. Voilà, des populations donc très heureuses. Nous partons pour la première région et pour le lancement à Sadiola de la deuxième édition du festival de l'association Paris-Dioula. Ce festival qui se déroulera du 24 au 26 février prochain vise à valoriser la culture de la commune de Sadiola. La seconde de lancement qui a regroupé autour du chef de cabinet du ministre de la Culture, les autorités administratives et politiques de Sadiola, le directeur régional de la culture de Caille, a été marquée par la visite des sites touristiques de la commune et une manifestation folklorique à Caille. Le reportage de Jafar Haïdara. Ce festival qui vient d'être lancé se déroulera du 24 au 26 février prochain à Sadiola. Organisé par l'association Paris-Dioula, il vise à revaloriser le patrimoine culturel de la commune rurale de Sadiola. Ce lancement a été marqué par la prestation des troupes artistiques des villages qui constituent la commune de Sadiola. La commune de Sadiola, effectivement, a besoin aujourd'hui d'une diversité culturelle. Parce qu'à travers la mine, il y a eu une superpopulation et qu'il faut appliquer, il faut organiser des activités culturelles, il faut revivre nos sites culturels, il faut que la diaspora s'implique davantage pour que les enfants qui sont nés en France, par exemple, puissent aujourd'hui s'investir dans notre commune, dans notre pays, le Mali. Le chef de cabinet du ministre de la Culture a mis à profit cette cérémonie pour visiter et répertorier des sites touristiques dans les villages de Kakadjan et de Sadiola. On cite entre autres la case sacrée et la tombe de la jeune fille enterrée vivante pour empêcher la pénétration coloniale, le puits où Kankou Moussa a extrait l'or pour son voyage à la mer. Cette association Paris-Dioula, en raison de l'infiltration des éléments négatifs dans notre culture à cause de la mondialisation, cette association donc a décidé de faire en sorte que la tendance soit renversée. Nous nous trouvons ici devant un site important. Et vous avez derrière moi une pierre qui est bien plus qu'une pierre tombale. C'est un trône de tous les rois, de tous les souverains qui doivent prendre fonction ici dans cette localité. Chaque souverain qui prend fonction doit venir forcément s'asseoir ici
après le sacrifice d'un certain nombre d'animaux tels que les bœufs. Les autorités locales, par la voix du premier adjoint au maire, ont appelé la population à adhérer et à soutenir l'initiative de Paris-Djola. Voilà, rendez-vous du Bambouk Prix. Autre festival qui s'annonce, il s'agit du festival sur le Niger. Et par rapport à l'événement, le directeur du festival convie la presse nationale et internationale à une conférence de presse qui se tiendra ce vendredi 3 février 2012 à partir de 10h dans la salle de conférence du Musée national du Mali. Nous parlons sport de Coupe d'Afrique des Nations 2012 du côté de la Guinée équatoriale et surtout du Gabon où se trouve notre équipe nationale. Les quarts de finale se jouent ce week-end avec les oppositions Zambie-Soudan, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale samedi. Et puis dimanche, le Mali rencontre le Gabon et le Ghana sera face à la Tunisie. Les Aigles du Mali se sont qualifiés hier après leur victoire sur les Aigles du Botswana. Nous proposons les réactions du sélectionneur et du capitaine Alain Gérès et Cédric Kanté au micro d'un de nos envoyés spéciaux, Amara Malé Diallo. On va faire un joli quart de finale, c'est-à-dire dans un stade plein, avec de l'ambiance, tout ce qui ressemble à une grande compétition. Ça sera pour l'équipe, mais tant mieux. Ça, c'est la bonne chose. Ensuite, le détail de l'organisation pour jouer contre les Gabonais, bien, on va le préparer. Il y a une chose est sûre, je n'ai pas besoin d'étudier les joueurs et l'équipe. Je la connais tout à fait précisément. Donc, on mettra en place notre stratégie en fonction de cet adversaire et du match qu'on souhaite réaliser. C'est vrai que ce soir, on aurait aimé montrer un autre visage, mais je pense que mentalement, on a aussi montré qu'on avait des ressources. Et puis les résultats, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce n'est pas forcément les favoris qui gagnent. Il y a des grosses équipes, des gros joueurs qui sont rentrés à la maison et qui rejouent déjà dans leur club. Nous, on est passé en quart, on n'a peut-être pas élevé notre niveau de jeu, mais il a encore le temps de le faire. Moi, je préfère pas jouer de cette façon-là et passer. Maintenant, je pense qu'on est exigeant et on sait très bien que pour passer contre le Gabon, il va falloir être meilleur que ça, mais je pense pas qu'il y ait matière à s'auto-flageller ce soir. On est content d'être passé, on peut toujours faire mieux, mais je pense que déjà montrer un bel état d'esprit, c'est déjà important dans cette CAN. Voilà. En attendant ce Gabon-Mali en quart de finale de cette CAN 2012, match prévu dimanche, un clin d'œil de cette édition à la forte communauté malienne basée au Gabon et surtout à cette forte colonie de supporters et de journalistes qui a fait le déplacement pour supporter cette équipe nationale du Mali. Nous revenons sur ce décret numéro 2012-063 PRM du 2 février 2012 modifiant le décret numéro 2011-176 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, sous proposition du Premier ministre, décrète article 1er les dispositions du décret numéro 2011-176 PRM du 6 avril 2011 portant nomination des membres du gouvernement sont modifiées en ce qui concerne les ministres ci-après. Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, général Sadio Gassama, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, M. Nathié Pleya. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. La page noire de ce journal, c'est le décès d'une des pionnières de l'ensemble instrumental du Mali. C'est Nanteningé Kamisogo, âgée de 83 ans. Eh bien, Kirina Kono est partie, laissant derrière elle des titres élogieux. Ses amis et collaborateurs, petits-fils, l'ont accompagnée cet après-midi au cimetière de Lafiabou. Elle repose désormais. Tamsir Djabati. L'une des grandes cantatrices du Mali nous a quittés. Il s'agit de Nanteningé Kamisogo, née à Kirina en 1929. Le timbre particulier de sa voix lui a fait propulser parmi les siens qui ont magnifié la première mouture de l'ensemble instrumental du Mali. Nanteningé Kamisogo s'était illustré à travers son sens élevé du patriotisme, détentrice de plusieurs médailles que l'ensemble instrumental a emportées en son temps. Cependant, ses petits-fils, collaborateurs, fils et amis viennent de l'accompagner dans sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou. Ses collaborateurs retiennent de lui une battante et conservatrice de nos valeurs culturelles. D'abord, Nanteningé Kamisogo a beaucoup chanté. Elle a chanté de l'indépendance à nos jours.
jusqu'à sa mort. Et celle-là, elle a tout fait pour la famille. Mieux que ça encore, elle a appris à beaucoup de personnes de chanter la chanson telle qu'on l'a apprise par sa mère, aussi bien que dans l'association des Grignoux de Krina. Que la terre lui soit légère. Elle était bonne, elle était gentille, elle était joviale. Que la terre lui soit légère. L'octogénaire laisse derrière lui une héritière et de nombreux petits-fils de la grande famille Kabisogo de Kirina. C'est elle qui disait à ses petits-fils que le griot, c'est d'abord connaître soi-même. Dors en paix, ainsi va la vie. Après 100 ans de vie, on finira par mourir, évidemment. Voilà, Nantenenje Kabisogo qui laisse donc derrière elle un héritage lourd et très riche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre après dans nos programmes, le journal de la CAN 2012 et tous les échos du côté de Libreville. Et puis, la formation continue avec Sera Bachili. D'ici là, passez de très bons moments de télévision sur l'ORTM.